C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde. L'actualité vue par nos éditorialistes et chroniqueurs qui nous accompagnent ce soir sur ce plateau. Patricia Alémonière, grand reporter. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Fabrice Rousselot, ancien directeur de la rédaction de Libération, spécialiste des questions internationales. Et enfin Nicolas Vado, dessinateur pour Le Vif et l'Écho, membre de Cartooning for Peace. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue sur ce plateau. On en vient à ce qui nous occupe ce soir. Et d'abord, c'est pour parler sous haute tension entre l'Iran et les États-Unis, sous menace d'une intervention armée américaine. Donald Trump dit ce soir ne pas avoir encore pris de décision finale sur l'Iran. Fin de citation. De nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine à Vienne. Pendant ce temps, à Téhéran, la colère s'exprime désormais dans les campus. Où en est le risque de guerre ouverte? C'est l'une des questions que nous nous poserons. À la une également, quel bilan économique pour Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat? Ce sera en novembre prochain. Le président a sans surprise dressé un tableau idyllique de l'Amérique et soigneusement évité les sujets qui fâchent, vous le verrez. Les États-Unis sur tous les fronts, y compris à Cuba. Ce soir, Donald Trump affirme, je cite, envisager une prise de contrôle pacifique de l'île communiste. Un peu plus tôt, la Havane disait que Washington était prêt à coopérer à l'enquête après l'échange de tirs meurtriers survenu mercredi au large de ses côtes. Cuba dénonçait une tentative d'infiltration. Alors quelles sont les attentions américaines sur cette île? À quoi faut-il s'attendre? S'achemine-t-on vers un scénario à la vénézuélienne? Nous verrons ce qu'il en est avec nos invités. Et on commence notre semaine dans le monde en Iran, un pays sous tension maximale, pris en étau entre deux crises qui se nourrissent l'une l'autre. À l'extérieur, avec la menace d'une frappe américaine qui n'a jamais été aussi concrète, je vous le disais à l'instant. Dernière sortie en date de Donald Trump, interrogé sur un recours à la force. Je ne le souhaite pas, mais parfois c'est inévitable. Fin de citation. Crise en Iran également à l'intérieur, vous le voyez, un mois et demi après la répression sanglante des manifestations, entre 3 000 et 30 000 morts selon les sources. Eh bien, la colère ne s'est pas éteinte, loin de là, elle ressurgit dans les universités. Une jeunesse qui défie le pouvoir à visage découvert, parfois au péril de sa vie. On écoute l'avertissement lancé aux étudiants de la porte-parole du gouvernement iranien. Inouï de cette jeunesse. Nous devons tous être conscients du devoir de respecter des lignes rouges. Les lieux sacrés et le drapeau sont deux exemples des lignes rouges à ne pas franchir. Patricia Alémonière, peut-être d'abord sur les toutes dernières déclarations de Donald Trump qui dit que parfois l'affrontement est inévitable tout en assurant ne pas avoir encore pris sa décision. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que le risque de conflit augmente, stagne? Comment vous analysez les choses? C'est évident qu'autant au moment fort des manifestations, celles que vous avez signalées qui ont fait entre 5 000 et 30 000 morts, quand Donald Trump a dit continuer à descendre dans la rue, nous arrivons, l'Amérique n'était pas prête pour lancer des frappes très fortes ou voire même prolongées. Là, aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis, plus exactement, vont être pratiquement totalement prêts. Ils ne le sont pas à ce stade? Le porte-avions, encore le général Ford, l'USS Ford arrive très lentement, mais il arrive. Il a quitté les ports crétois et il arrive il va se poser face à Haïfa. Donc une fois qu'il sera positionné là, on aura effectivement tout un arsenal pour défendre tout ce qui est Israël et les pays de la région, Jordanie, Arabie Saoudite, par tout ce déploiement de force, puisqu'on a vu qu'il y avait des avions qui n'étaient jamais sortis des États-Unis, des chasseurs qui s'étaient posés aussi en Israël. Donc il y a toute une armada là, qui est prête à la défense, et puis il y a celle qui est au large et qui est dans le golfe d'Oman, au large de l'Arabie, de l'Iran, qui est, elle, beaucoup plus prête à frapper. On a deux dispositifs, en quelque sorte, les deux pouvant effectivement se joindre. Et on voit bien dans un tel contexte où les États-Unis vont être prêts si le président américain décide de faire des frappes. Dans ce contexte, eh bien, certains pays demandent à leurs ressortissants soit de quitter effectivement Jérusalem, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, ou même la Chine qui demande à ses propres ressortissants aussi de partir d'Iran, etc., etc. Donc on voit bien que tout le monde se prépare, mais le président Trump n'a toujours pas pris sa décision. Les Iraniens, eux, espèrent gagner du temps en prolongeant les négociations, parce qu'ils ont bien conscience que ça sera quand même très douloureux. Donc plus ils négocient, plus le risque de frappe, effectivement, recule. Et les Américains, le président Trump commence à s'impatienter. Alors va-t-il s'impatienter et frapper, ou va-t-il
continuer à vouloir négocier. Moi, et tout le monde le pense, il préfère, et il l'a dit lui-même, la négociation et ne pas se laisser entraîner dans une guerre, parce que tous ses conseillers lui ont dit, on commence, mais on ne sait pas quand on s'arrête. Voilà, il ne le souhaite pas, c'est Voilà. c'est ce qu'il a dit. Les derniers développements, Fabrice Rousselot, ce sont ces mouvements diplomatiques avec effectivement ces évacuations ou ces déplacements de personnel diplomatique. Il y a quand même quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Comment interpréter ces signaux-là ? C'est le fait que on a un peu l'impression qu'il s'est mis dans une situation compliquée. Qui est d'ailleurs, quand on a une telle armada, il y a un moment, il y a une logique américaine, même aux États-Unis, on entend ça sur les chaînes de télévision, on dit, au bout d'un moment, quand on a autant de monde, il va falloir faire quelque chose. La vraie question, c'est un peu la stratégie. Et il n'y a pas de stratégie, et c'est un peu ça la difficulté. Est-ce qu'en gros, on pourrait frapper, disons, de façon juste ponctuelle, pour forcer les négociations? Est-ce qu'on veut un changement de régime qui avait été un moment évoqué? On sait très bien qu'en Iran, c'est un peu plus compliqué qu'au Venezuela et que s'il y a un changement de régime, on ne sait pas qui est derrière, il n'y a pas d'opposition constituée, etc., etc., etc. Et donc, on est dans cette espèce de configuration où il y a tous les éléments, comme Patricia l'a dit, ils n'étaient pas prêts il y a un mois, ils vont l'être bientôt. Il y a un moment... avoir tous cette armada et ne pas bouger, c'est aussi problématique. Les Iraniens, eux, essaient de gagner du temps. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une guerre qui se déclenche. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on lit dans la presse américaine depuis une semaine, c'est un peu aussi ce qui se passe dans la vie des militaires américains. On lit plein de choses sur des gens qui n'ont pas pris de permission depuis 8 mois, qui en ont marre, et qui disent si on veut intervenir, il faut intervenir maintenant. Il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, on mange plus à notre faim. Et donc, on se rend compte qu'il y a une espèce de pression qui vient parce que, justement, il a fait venir toutes ses forces dans cette région. Et il y a un moment, il va falloir décider. Je pense que la situation idéale pour Trump aujourd'hui, ce serait d'arriver à ce que cette pression accouche d'un accord. Voilà, accouche d'un accord, ou accouche en tout cas d'une négociation qui amène quelque part. Pour l'instant, on est quand même sur des thématiques de négociation qui sont éloignées. Trump veut que les Iraniens à la fois renoncent à leur programme nucléaire, renoncent à leur missile balistique, qui va être quand même un petit peu compliqué, renoncent à soutenir leur proxy, ce qui va être aussi un peu compliqué. Donc pour l'instant, on est loin de tout ça. Est-ce que la pression militaire va être suffisante pour parvenir à des négociations, en tout cas à des négociations qui aient un sens ? Ou est-ce qu'on va vers une intervention? Il y a cette double posture de Donald Trump qui négocie d'un côté et qui arme de l'autre. On a du mal à la lire, effectivement, cette posture, Ziad l'imam. Ce qu'on sait, en tout cas, si on tente d'écouter Donald Trump, il a lancé le 19 février dernier un ultimatum de 10 à 15 jours avant de recourir à la force. Donc, si aucune perspective de compromis ne se dégage, là, on est à 8 jours. Les prochaines discussions, ce sera jeudi prochain à Vienne. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, dans cette fenêtre, il se passe quelque chose ? Il peut toujours se passer quelque chose. La difficulté, c'est que les agendas de négociation sont très, très éloignés. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les Américains demandent une capitulation plus ou moins arrondi, mais en gros une capitulation, plus d'enrichissement, plus de missiles balistiques, pas de sunset clause comme on dit en anglais, c'est-à-dire pas de terme à ces mesures, c'est ad vitam aeternam. Donc en gros, ils demandent aux Iraniens de se déshabiller, alors qu'ils sont eux-mêmes dans une situation extrêmement tendue, vous l'avez dit dans les annonces, dans une situation interne extrêmement difficile, contestée, les étudiants, si les manifestations reprennent, les victimes des manifestations. Donc on a affaire à un régime qui est dos au mur, qui doit se dire que même une guerre, c'est gérable. Même une guerre, ça dépend aussi de quelle est l'ampleur de cette guerre, c'est gérable, parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a positionné la plus grande armada depuis la guerre d'Irak que la victoire est facile, que le régime va tomber, qu'on sait ce qui va se passer dans les pays limitrophes, qu'on sait ce qui va se passer dans le Golfe. Est-ce qu'il y aura des attentats? Est-ce qu'il y aura des dates? Tout ça, on ne sait pas. Comment va réagir l'opinion américaine s'il y a des dégâts? Donc, on ne sait pas. Et je pense que Trump est quelqu'un qui est, on l'a vu, très excessif, très instinctif, mais il sait quelle est son opinion, il sent quelle est son opinion américaine, il sent que on a envoyé Jill Evans aujourd'hui dire mais non, mais c'est pas une guerre longue, vous inquiétez pas, on va pas rentrer au Moyen-Orient pour des années. Donc on sent quand même qu'il y a aussi un enjeu américain dans un moment très politique avec des midterms qui arrivent.
Et est-ce qu'on imagine ce pays embringué dans une guerre au moment où le discours politique va se durcir aux États-Unis? Donc tout ça, je pense que c'est pas réglé. Et puis la guerre, pourquoi faire? Parce que quand on dit on veut pas un régime change, ce qui n'est pas le cas des Israéliens qui veulent un régime change, qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, on peut s'imaginer qu'il y a une situation militaire où on pourrait casser 80% de l'appareil balistique et nucléaire iranien. Et peut-être, ça peut être ça sur lequel les Américains calculent. Menace donc, du régime aussi à l'intérieur, on l'évoquait, je voudrais revenir sur on a entendu la prise de parole, l'avertissement lancé aux étudiants de la porte-parole du gouvernement iranien, avec cette jeunesse qui est dans la rue, qui elle veut la chute du régime et qui appelle de ses voeux, une partie de cette jeunesse qui appelle de ses voeux l'intervention américaine. Est-ce qu'on assiste Patricia Alemanière, à la naissance d'une deuxième vague de contestation, ou est-ce que c'est la même colère qui n'a jamais vraiment cessé? Est-ce que ça peut aussi influencer la décision de Donald Trump, cette jeunesse qui est dans la rue? Alors je crois que ça ne peut pas du tout l'influencer, parce que alors, lui, le peuple iranien, c'est vraiment pas sa première préoccupation, sa première préoccupation étant lui-même. Je crois qu'en revanche, comme vous le dites, c'est la poursuite plutôt de la vague. Vous savez, après les violences extrêmes qui ont eu lieu, tout le monde s'est mis un peu à couvert, à encaisser les coups, mais on est arrivé actuellement à ce qu'on appelle les 40 jours, vous savez, de deuil. Et comme vous le savez, au-delà de ces 40 jours, eh bien, on ressort après les 40 jours de deuil, on ressort. Il y a aussi eu la rentrée universitaire. Oui, il y a eu la rentrée universitaire, mais c'est surtout aussi ça, on ressort. Et donc là, effectivement, ils sont ressortis. Et ils ne sont pas ressortis que là, ça fait une dizaine de jours maintenant qu'on a assisté au premier mouvement de manifestation dans les universités, où les étudiants appelaient à la libération, en particulier des médecins, des infirmiers qui avaient été arrêtés, qui étaient toujours pourchassés pour avoir soigné des gens dans leur domicile. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est cet affrontement. C'est quand le régime a vu que dans des universités comme à Téhéran, Machhad, etc., plusieurs grandes villes, effectivement, le mouvement semblait se maintenir et non pas être juste quelques jours, là, il a décidé d'envoyer ses Bassidji. Et c'est eux qui se sont affrontés à l'intérieur des universités avec une extrême violence. Et il y a eu à ce moment-là des drapeaux iraniens brûlés. Alors là... ligne rouge, qualifiée de ligne rouge de votre... etc. Donc c'est toujours éruptif, mais cette éruption et cette colère latente, on la sent aussi lors des... Vous en avez sûrement parlé, lors des enterrements. Chaque grosse quand ils peuvent avoir lieu. Les 40 jours donnent lieu à des rassemblements dans les cimetières, toujours. Il y a des enterrements qui ont été interdits. La plupart des enterrements ont été interdits justement parce qu'il y avait une interdiction des rassemblements. On a des tas d'images qui ont circulé dans les petites villes et dans des villes moyennes. Eh bien, à l'occasion de ces rassemblements pour les 40 jours, parce qu'on ne peut pas interdire totalement une famille d'aller sur la tombe au-delà de 40 jours. Parce que là, ça sera alors vraiment la contestation du régime religieux, si vous la base, c'est le fondement religieux. Donc là, on a entendu aussi à mort Khamenei, à ce moment-là encore. C'est vrai que les informations qui nous parviennent d'Iran sont difficilement vérifiables. Que nous disent les dessins de presse, Nicolas Vado, sur ce sujet? Eh bien, je vais commencer par un dessin qui vient d'Iran, c'est pour ça que je l'ai choisi, de Mana Neyestani. C'est un dessin qui est assez fort, je trouve. Vous voyez l'un face à l'autre. D'un point de vue purement mathématique, il est bien. Il y a des diagonales, il y a des droites. Il est très bien fait et il montre aussi que vous voyez ce petit crâne qui est parti, eh ben, c'est un crâne qui pourrait faire tomber toute la pyramide, y compris le dirigeant Ali Khamenei. Deuxième dessin de Joel Pett, qui est un dessinateur américain. Give him hell, we've got your back. Et vous voyez, il peut soutenir la jeunesse iranienne, sauf que, évidemment, il voit ce qui s'est passé en Ukraine. Il n'a pas vraiment soutenu les Afghans, il n'a pas vraiment soutenu les pays de l'OTAN, il n'a pas vraiment soutenu les Ukrainiens. Et donc, les pauvres jeunes, ou même c'est pas que des jeunes en Iran, se demandent ce qui va se passer avec lui. Et vous avez vu qu'il a son couteau dans le dos. Troisième dessin, un dessin français de Mikaya, que j'aime beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous bombarder. On arrive très bien à massacrer notre peuple tout seul. C'est assez simple, c'est assez cynique, mais c'est assez efficace, je trouve. Et vous voyez toujours la cravate rouge de Donald Trump. Et je termine par un dessin de Lacerte que j'ai trouvé assez drôle. Trump accuse l'Iran de développer des missiles intercontinentaux. Si ça pouvait être vrai, avec un peu de chance, on va quitter ce pays et atterrir très loin.
Voilà, l'Iran qui était également au cœur du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, le premier de son second mandat, une longue allocution pour vanter les succès de son administration, dont le bilan est pourtant rejeté par une majorité d'Américains. Je vous propose d'écouter Donald Trump. Après seulement 1 an, je peux affirmer avec dignité et fierté que nous avons accompli une transformation sans précédent et un revirement historique. L'inflation chute, les revenus augmentent vite, l'économie est plus rugissante que jamais. Voilà. Que retenir, Fabrice Rousselot, de ce discours? C'est clairement un discours de campagne. C'est un discours de campagne, c'est surtout un discours qui a divisé énormément. On est dans le show Trump d'une certaine manière, avec de l'emphase, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de mensonges. Donc les médias américains et certains qui sont spécialistes de ces sujets ont dénombré jusqu'à 50 désinformation ou alors information exagérée. Donc, en fait, on est dans l'emphase sans arrêt, on est dans la provocation. Il a provoqué les démocrates. Vous savez, il a demandé levez les mains ceux qui pensent que, ou levez-vous ceux qui pensent qu'il faut mieux défendre des citoyens américains ou des immigrants illégaux. Donc, évidemment, les démocrates sont restés assis. Par ailleurs, certains démocrates ne s'étaient même pas déplacés. Donc, on était dans un discours qui était un discours vraiment de division, discours de campagne électorale. Donc, il a mis en avant son bilan économique et la réalité est beaucoup plus tempérée que celle qu'il présente. La réalité aujourd'hui aux États-Unis, et j'en reviens, et donc on voit ça de très très près, c'est que les gens sont en colère parce que notamment les promesses sur l'inflation, en fait, elle était au même niveau qu'il y a 1 an. 2,7. Voilà, il avait promis que tout allait baisser, etc. Et surtout, c'est même pas tout à fait ça le problème. Le vrai problème, c'est que les denrées de première nécessité, elles ont augmenté de près de 30 à 40% suivant les États. Donc pour les gens, au fait, le quotidien est beaucoup plus cher aujourd'hui sous Trump qu'il ne l'était avant. Donc qu'est-ce qu'on commence à mettre en question? On commence à mettre en question les tarifs douaniers, dont on savait qu'ils apporteraient potentiellement de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'ailleurs, c'était ce matin. Il y a une action de tout un tas d'entreprises américaines qui demandent d'être remboursées sur ce qu'ils ont perdu comme argent. Donc ça va être quelque chose qui va partir devant les tribunaux. Donc on a une situation au niveau intérieur américain qui est une situation qui est assez mouvante, où Trump est en gros 60% des Américains, de façon assez large, repoussent en tout cas son contre son action économique, n'approuvent pas son action économique. En tout cas, il y a 47% des Américains qui jugent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis qu'il est de retour au pouvoir. Et donc, on est... et dernier élément peut-être, mais on y reviendra... On est aussi dans un moment il y a eu un moment de bascule aux États-Unis. Le moment de bascule, il est venu avec Minneapolis, Pas un mot d'ailleurs de Donald Trump. Oui, sur mais Minneapolis. Voilà, et aussi les deux personnes qui ont été tuées par ICE, la police anti-immigration. Et depuis ce moment de bascule, il y a une première stratégie de retournement. Il y a eu le problème de la Cour suprême qui évidemment a repoussé en tout cas a jugé que les tarifs étaient une pratique illégale. Et puis il y a l'affaire Epstein, dont il n'a pas parlé non plus. Il n'a pas parlé, il n'a même pas envoyé de mots aux survivants qui étaient victimes présents. qui étaient juste sur le banc. Et cette affaire Epstein, elle va lui poser vraiment de gros problèmes parce qu'on le sait, il y a une contre-attaque démocrate. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est Bill Clinton, mais qu'est-ce que demandent les démocrates aujourd'hui? Ils demandent que Trump vienne témoigner devant la commission et on sait qu'il y a déjà et peut-être 2 témoignages qui ont disparu de ces fameux dossiers Epstein, auxquels il manque plus de 3 millions de pages et de documents. Ziad Limam, donc on est à 9 mois des midterms. Les sondages, eux, laissent clairement entrevoir une victoire démocrate et une possible majorité à la Chambre des représentants. Il le sait tout ça, Donald Trump. Malgré tout, est-ce qu'il est dans le déni ou est-ce qu'il a compris que dans la politique américaine telle que lui l'amène, le récit compte plus que les faits? Le récit compte plus que les faits, et puis c'est pas dans son tempérament de changer de cap. Il est dans un cap, je mène une révolution conservatrice, vous allez voir, c'est l'âge d'or, c'est un nouvel âge d'or de l'Amérique, donc il parle à son électorat, il essaie de travailler cet électorat MAGA et les frontières de l'électorat MAGA pour leur dire faites-moi confiance, restez concentrés, on va vers
La nouvelle Amérique. Et donc, c'est pas du tout le style de Trump de dire je me suis trompé. C'est pas son style de dire ICE aurait pas dû. C'est pas son style de. Enfin, voilà. Donc après, il y a la part d'irrationnel aussi chez lui qu'il faut pas jamais négliger. C'est-à-dire que il s'auto probablement un toxique de son propre message et il est entouré d'un parti républicain qui hésite entre une demi-révolte sympathique pour sauver quelques sièges et en même temps les gars se disent si on se révolte le bateau coule. Donc il maintient son monde en place. Et puis rien ne prouve aussi qu'on bascule pas dans l'irrationnel complet. C'est-à-dire rien ne prouve que ces midterms se passent normalement, rien ne prouve qu'on va pas invoquer une loi d'exception pour dire ah bah finalement dans tel état, c'est pas possible, il va peut-être changer les règles du jeu, les machines à voter, le vote par correspondance. Donc tout ça, je pense qu'on est rentré vraiment dans une phase dure parce qu'il sait que s'il perd les midterms, c'est la fin du Trump. Enfin, c'est la fin de Trump, peut-être pas du Trumpisme, mais il se retrouve avec une chambre qui va le impeach de nouveau. Peut-être un Sénat divisé, je ne pense pas d'après les perspectives, mais quand même une chambre qui va basculer. Et donc c'est la guérilla pour les 2 ans qui viennent, plus, comme vous savez, le lame duck, le canard boiteux, c'est-à-dire que de toute façon il faut le remplacer, donc ses héritiers vont commencer à s'entretuer, on va rentrer dans les primaires républicaines si jamais le processus suit son cours. Donc c'est vraiment difficile pour lui de se dire qu'il est peut-être déjà en voie d'extinction. Ce qui est un peu... Alors, moi, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent, du Trump version 2, je ne crois pas qu'il accepte d'être en voie d'extinction. Et preuve d'ailleurs, quand on lui a posé une question récemment, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître le résultat des élections ? Il a dit oui, si elles sont honnêtes. Oui, mais c'est ce que voilà. Donc oui, si elles sont honnêtes, ça veut dire que probablement il ne reconnaîtra pas les résultats des élections. Et actuellement, il prépare quand même le terrain, puisqu'il y a une loi qui est en préparation, comme vous l'avez suggéré très justement, Ziad, au Congrès, puisqu'il y a un congressiste qui a proposé de faire Election Great Again. Les élections à nouveau grandioses. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement avoir des papiers pour pouvoir voter. Or, vous savez, les Américains, les passeports, c'est pas leur truc. Et quant au permis de conduire, qui est leur pièce d'identité la plus traditionnelle, il y a 20% d'Américains qui n'ont pas ces permis de conduire. Et à qui appartiennent ces gens, ces non identifiés en quelque sorte ? C'est souvent les classes les plus populaires et qui votent démocrates. Donc effectivement, il a tout intérêt à faire passer cette loi. Alors va-t-il pouvoir la faire passer ? Il râle contre les sénateurs parce que les sénateurs veulent s'opposer au passage de cette loi. Mais il sent bien effectivement que la situation est tendue pour lui et comme il le sent, il se dit que ma foi, les élections risquent de ne pas être honnêtes et donc il ne les reconnaîtra pas. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On connaît l'armement qui est aux États-Unis, on connaît les milices qui sont prêtes à en découdre, et là, ça pourrait très mal tourner. Il a déjà mis en garde aussi contre la fraude dans son discours, et on sent qu'il prépare le terrain, pourrait-on dire, les vents contraires qui commencent à souffler pour lui, et ils viennent même de là où Trump ne les attendait pas, de la Cour suprême, vous le disiez tout à l'heure, Fabrice Roulslo, une institution qu'il a lui-même contribué à façonner. C'est cette même Cour donc, qui vient d'invalider une large partie de ses droits de douane. Le président qui a qualifié cette décision de très regrettable devant 3 des magistrats qui l'ont rendu donc pendant son discours sur l'état de l'Union au Congrès. Donald Trump qui assure poursuivre, il veut pouvoir poursuivre son offensive protectionniste par d'autres voies légales. Est-ce qu'il le peut vraiment ou est-ce qu'on touche ici aux limites de la toute-puissance trumpienne ? Il l'a fait déjà, puisqu'en fait il a mis des 10%, ils vont faire 15%. Et si on revient aux échéances des midterms, en fait, ce qu'il a déjà dit aussi, c'est que même s'il perd la majorité à la Chambre des représentants, lui va continuer à faire ses décrets. Oui, et donc, il a fait 127 décrets jusqu'à présent. On n'a jamais vu ça aux États-Unis. Il va continuer, etc. Et donc, on est dans une position où, en gros, il va continuer à imposer ses décrets et à pousser. Moi, je trouve que les midterms, on n'en parle pas assez. C'est aussi très important par rapport aux démocrates. Parce que si les démocrates gagnent les midterms, surtout, est-ce qu'il y a une figure qui va sortir du Parti démocrate ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux États-Unis pour qu'il y ait une opposition et pour qu'il y ait un Parti démocrate qui commence un petit peu à s'organiser ? Il manque une figure forte. Elle n'est toujours pas là. On a l'impression que les démocrates sont toujours dans la fin de Kamala Harris, dans le désastre Biden-Harris, etc. Et donc, cette élection, elle va être très importante pour Trump, évidemment,
mais comme je l'ai dit, peut-être que lui, finalement, il s'en fiche d'une certaine manière, il continuera, avec des jugements qui seront remis en cause devant les tribunaux, mais qui prendront près de 2 ans avant d'être annulés. Par contre, si les démocrates imposent en effet et ont une victoire nette au midterm, ça veut dire, est-ce qu'il y a un parti qui s'est enfin unifié d'une certaine manière et qui peut pousser une figure par rapport aux élections? Et là, on va entrer dans une campagne électorale, en fait. Aux États-Unis, ça dure déjà 18 mois, mais là, on serait quand même dans 2 ans de campagne électorale, et ce serait pas bon pour le pays qui est déjà... Le leader démocrate n'apparaîtra que dans le processus d'investiture démocrate. Oui, non, parce ils ont besoin de quelqu'un qui vienne avant, qui monte avant. Il y a des... Voilà. Et donc... Oui, mais comme il n'est pas là, franchement, je pense que ce qui a tué Kamala Harris, c'est qu'il n'y a pas eu d'investiture démocrate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un débat au sein... Pas que Gaza aussi, d'autres choses, Biden. Mais il faut un débat à l'intérieur du parti, il faut ce processus d'investiture pour que les gens s'expriment. Et ça fonctionne comme ça. Les gens vont dire, on veut telle personne pour aller au combat contre l'héritier de Trump. Mais avant, c'est difficile. Il y en a, il y a le Newsom, il y a des gens, mais ça, c'est pas rassembleur. Ziad, vous décrivez un processus qui est le processus traditionnel. Alors aujourd'hui, on voit bien à quel point aux États-Unis tout est chamboulé. C'est l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère des influenceurs, etc. Il y a des recompositions sur un plan médiatique qui sont très alarmantes. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que pratiquement CNN, PBS, toutes les grandes chaînes qui représentaient le camp un peu démocrate, qui était plus proche des démocrates, sont en passe de tomber sous la houlette d'un mania de l'industrie cinématographique qui est totalement un ami de Trump. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un seul coup un laminage au niveau médiatique et l'opposition sera démocrate, ne se fera très peu entendre pour l'instant. Donc le travail des démocrates, c'est pas seulement de trouver une figure de proue, mais c'est aussi de trouver des relais médiatiques qui puissent relayer leurs paroles. Et pour l'instant, c'est mis très en danger. Les démocrates sur lesquels Donald Trump tente de jeter indirectement le discrédit en instrumentalisant, selon le couple Clinton, l'affaire Epstein. En ce moment même, Bill Clinton est auditionné dans le cadre donc, de cette même affaire, fait rarissime dans la vie politique américaine. Est-ce que, Ziad Limam, c'est le cas? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique de l'affaire Epstein? On rappelle que Donald Trump n'en a pas dit un mot lors de son discours sur les États-Unis. Je pense que vous l'avez dit tous les deux, c'est atomique pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui manquent, il y a des témoignages qui l'impliquent, semble-t-il, directement, qui manquent. Le jour où ces documents sortent, où ces témoignages sortent, on est dans la déflagration parce que là, ça sera. On savait que le monsieur était borderline, comme on dit aux États-Unis. Il y a la fameuse phrase de 2016. Je les tiens par l'œil. Il y a eu déjà une procédure avec une femme qui l'a accusé. Ça, donc on sait. Mais là, si ça sort, c'est la déflagration atomique. Encore une fois, dans un process où ses successeurs, ses héritiers, le Parti républicain travaillent déjà surtout à son après-Trump. Et donc, si le chef prend une flèche directe, vous verrez, ça va être le règlement de compte à hockey choral chez les républicains. Parce qu'il faudra faire émerger une figure morale, etc., qui puisse remettre tout ça en place. Moi, je pense que cette histoire d'Epstein, l'autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a des procédures partout. Il y a enfin un début de procédure aux États-Unis avec les Clinton. C'est le tout début, mais personne n'est parti en prison, c'est une audition. Oui, mais en France, il y a déjà des problèmes. En Norvège, il y a eu des problèmes. En Angleterre, il y a des problèmes. Mais le pays d'origine semble comme épargné dans une bulle parce qu'on ne rentre pas dans le détail de ce qu'il y a dans ces textes. C'est parce que c'est aussi Trump qui a voulu ça au début. Il a retardé toute sa publication. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'en effet, si ça sort, la déflagration, elle va avoir lieu au cœur du mouvement MAGA. Parce qu'il faut quand même rappeler que le mouvement MAGA, il s'est unifié autour d'une histoire en 2015 de ce Pizzagate, où on a un des éléments de QAnon à l'époque, qui était cette émanence sur les réseaux sociaux du mouvement MAGA, avait affirmé que les démocrates se retrouvaient pour avoir des rapports sexuels avec les petits-enfants, etc., dans cette pizzeria.
ce qui venait avant était absolument faux et surtout absolument fou, mais qui a eu un poids énorme dans le discours de Trump. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes représentants des mouvements MAGA qui ont demandé et qui veulent avoir toutes les éléments et tous les documents qui soient publiés et rendus publics. Et si Trump se retrouve au milieu de tout ça, je pense justement, que là, est-ce que on le sait, il a braqué de nombreux partisans MAGA par sa réticence à ouvrir le dossier Epstein. C'est aussi de nature à lui faire perdre des points, ou est-ce que on peut s'attendre à ce que la loyauté MAGA dans un contexte électoral soit à toute épreuve? Alors, sa base est fractionnée, MAGA. Elle n'est pas fractionnée que sur l'affaire de ce prédateur sexuel. Sur l'économie. Elle est fractionnée aussi sur l'international par rapport à la politique vis-à-vis d'Israël. Donc, il y a une partie de la base MAGA qui ne se retrouve pas du tout dans le soutien massif de Trump à Israël. Donc, la fracture, elle est de plus en plus forte. Il ne se retrouve pas dans cette vision internationale, cette hubris internationale qui a gagné Trump. Eux, ils veulent simplement que l'on s'occupe que des Américains, du pouvoir d'achat, etc., etc. Et donc, la base, c'est ça le gros problème. La base se fractionne aujourd'hui. Elle se fractionne sur l'affaire donc du prédateur sexuel, elle se fractionne sur la politique étrangère, et elle n'est pas loin de se fractionner aussi sur l'économie avec les droits de douane, puisqu'on voit qu'une partie des industriels ranacle. Donc, Donald Trump aujourd'hui, et c'est tous ses conseillers qui lui demandent de partir en province, faire des tournées de plus en plus, parce qu'ils se disent que par son charisme personnel que n'a pas Vance, qui s'instaure comme le successeur potentiel, que n'a pas Vance, eh bien, ils veulent que le charisme de Trump, parce que quand même c'est le meilleur des showman qui existe sur Terre, il faut bien le reconnaître, eh bien que ce charisme arrive à ressouder cette base qui aujourd'hui se fractionne. Mais l'affaire du prédateur sexuel, si les enquêtes du FBI reprennent et vont plus loin, ce qui n'est pas acquis, parce que dès que le FBI s'intéresse à une affaire, les policiers sont vidés par la responsable du FBI. Il y a quand même 53 pages sur une affaire. Donc, si vous voulez, l'affaire est compliquée et ça sera le travail de la presse et des influenceurs qui veulent la vérité, de trouver... Trump, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il n'a toujours pas non plus mis fin à la guerre en Ukraine, qui entre, je le rappelle, dans sa 5e année. Nicolas Vado, des dessins de presse à ce sujet. Je vais commencer par un dessin de Molina, qui est un dessinateur nicaraguayen qui a dû fuir son pays parce qu'il était en danger de mort. Il est aux États-Unis. J'aime beaucoup l'analogie visuelle, vous voyez, entre la langue d'un côté et les poches. Je trouve que c'est un dessin qui est visuellement très très fort, qui se passe de commentaires. Excellent dessin. Je vais continuer par un dessin à moi, parce qu'il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est la fin de USAID. Et quand Trump est fier de son bilan, on estime que la fin de USAID a déjà coûté la vie à 750 000 personnes. Et ça n'a pas du tout été évoqué, c'est même pas évoqué dans les débats, vous en avez même pas parlé. Oui, mais on en parle très peu et c'est complètement mis sous les ténoirs alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je continue avec un dessin de Stelina, dessinateur de Taïwan. Les nouveaux tarifs, alors regardez, de prime abord on ne comprend pas et ensuite on voit que c'est le profil de Donald Trump qui est dans tous ses mouvements dans l'Atlantique. Je trouve que c'est un dessin qui est très très fort parce que c'est un dessin à double détente un peu. Et c'est ça qui est très fort dans le dessin politique en général. Et je termine par un dessin très drôle de Chapat, un dessinateur suisse qu'on connaît bien. Je ne connaissais pas Epstein si bien que ça, on s'est juste croisé en slip une fois ou deux. Voilà. Voilà, les États-Unis, on aurait pu ajouter Cuba dans le dessin précédent. C'est justement là que nous emmène rassurez-vous. Le dernier temps fort de la semaine, donc à Cuba, après cet échange de tirs dans les eaux territoriales de l'île. La Havane affirme avoir repoussé un groupe armé venu des États-Unis, dénonce une tentative d'infiltration, je cite, à des fins terroristes. Bilan 4 morts et 6 blessés. Un nouvel affrontement qui s'inscrit bien sûr dans plus d'un siècle de tensions entre les deux États, mais qui s'inscrit aussi dans une actualité qui s'est accéléré dans les Caraïbes avec la capture de Nicolas Maduro en janvier. On écoute le secrétaire d'État Marco Rubio sur le dossier cubain. La majorité des faits rapportés publiquement proviennent des informations fournies par les Cubains. Nous allons vérifier cela de manière indépendante et au fur et à mesure que nous recueillerons davantage d'informations, nous serons prêts à réagir en conséquence.
Alors, Patricia Alémonière, on en est encore au stade de l'enquête. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Forcément, il y a deux versions qui s'affrontent. Une version cubaine que discrédite complètement Washington et la version américaine. On attend les conclusions de l'enquête. Oui, enfin, c'est des barcasses, en quelque sorte, un peu plus que les barcasses qui quittent les États-Unis pour aller à Cuba, ça a tout le temps existé. Simplement, là, il y a mort d'homme et Cuba monte effectivement cette affaire, mais si les États-Unis voulaient faire quelque chose à Cuba, ils n'enverraient pas une simple vedette avec 14 bonhommes à bord. Enfin, vous voyez, on a vu ce qui s'est déployé au Venezuela. Donc, on n'en est pas du tout entre le Gerald Ford qui est déployé avec tous ses avions, ses hélicoptères et un petit bateau. Voilà. Oui, enfin, je vous coupe, pardon, Patricia, parce que j'ai oublié de préciser cette sortie de Donald Trump qui date de seulement moins d'une heure. Dans laquelle il affirme envisager, je cite, une prise de contrôle pacifique mais de attendez, Cuba. Ça n'a rien à voir. On parlait là du fait de l'attaque, donc je replaçais l'attaque dans son contexte. Maintenant, on sait très bien que Donald Trump, lui, il considère que Cuba, ça lui appartient, puisque lors de la révolution communiste, des entreprises américaines ont été expulsées et qu'ils demandent, grosso modo, le remboursement de tout ce qu'elles ont perdu depuis 1959, vous voyez, donc ça fait un certain temps. Donc, pour les États-Unis, Cuba, depuis que les Espagnols ont quitté Cuba à la fin du 18e siècle, eh bien, du 19e plutôt, excusez-moi, je me mélange dans les dates, eh bien, ça appartient, ça fait partie des États-Unis. Donc là, tout naturellement, Donald Trump, lui, veut récupérer effectivement Cuba. Alors, il essaye de faire pression par les pays étrangers, Mexique, interdisons au Mexique d'envoyer du pétrole, interdisons au Venezuela, bien sûr, maintenant le Venezuela obéit, le Mexique aussi a coupé le pétrole, il envoie de l'aide humanitaire. Enfin, il fait pression pour asphyxier l'île, et l'île est asphyxiée aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation des habitants, on n'en parle pas, mais est catastrophique. Donc ils sont en état, alors ils ont reconstitué en disant à la population il faut résister, etc. Mais enfin, je crois que les Cubains sont un peu fatigués de la résistance. Et donc, les États-Unis et Donald Trump et Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, qui est d'origine cubaine, évidemment, ils souhaitent un renversement de régime par la population ou une négociation où le régime négocierait avec les États-Unis pour avoir un régime fantoche à la vénézuélienne. C'est mal connaître les dirigeants aujourd'hui cubains, qui sont quand même toujours très attachés aux principes communistes, même si on soulignera une dernière chose avant d'en finir, la Chine et la Russie sont plutôt discrets sur la question. La Russie a apparemment essayé d'envoyer un bateau, notamment pour l'approvisionnement en pétrole. A essayé. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est évidemment l'arrestation de Maduro, on va dire ça comme ça, en tout cas le kidnapping de Maduro. D'ailleurs, dont on ne parle plus d'ailleurs non plus. Où est-ce qu'il est toujours Je sais où est-ce qu'il est. Il est en prison à New York. C'était une question à poser. Mais ça a changé la donne, puisqu'en fait, c'était le premier fournisseur de pétrole de Cuba, donc il n'y a plus de pétrole, il y a des coupures d'électricité. La situation économique est exsangue. Il y a un pouvoir politique qui est aussi remis en cause de plus en plus par la population et de façon j'allais dire, publique. Ce qui est difficile à Cuba, on sait très bien que c'est fermé. Il y a eu les manifestations de 21. Il y a eu des manifestations, etc. Donc, et l'autre côté de la pièce, c'est que d'un point de vue américain, tout est prêt. L'opposition cubaine, elle est à Miami depuis plus de 50 ans. Ils sont tous prêts à y retourner. Ils sont tous prêts à prendre le pouvoir. Donc, d'une certaine manière, Trump, il pousse pour quelque chose qu'il a toujours estimé être, en effet, partie des États-Unis. On est dans cette politique internationale qui ne plaît pas à la base MAGA, mais qui est cette politique du nouvel empire américain. On va reconquérir un peu et conquérir et reconquérir. Et donc, il va pousser jusqu'au bout. Ce qu'il veut là vraiment, c'est un changement de régime avec potentiellement l'opposition qui débarque et surtout du business, des affaires. On se souvient d'Obama qui avait tenté de relancer les négociations avec Cuba, qui était même allé à Cuba. Trump fait la marche arrière en disant non, on ne veut plus du tout de ce régime, ça ne changera pas. On va y aller par la force, on va pousser, on va faire pression. Et moi, je serais quand même assez curieux de savoir d'où venaient ces 14 bonhommes dans leur petite vedette, parce que c'est quand même intéressant. Parce que ils vont pas renverser, mais enfin, ils étaient armés jusqu'aux dents, mais il y a un moment, ils ont dû être, on a dû les entraîner, et leur dire, écoutez, allez-y, ça va servir à quelque chose. Et puis on tire pas, je veux dire, c'est pas tous les jours que des Cubains tirent sur une vedette qui est immatriculée américaine. Donc je pense qu'il y a quelque chose de plus, chelou dans cette histoire. Mais je pense que clairement, bon, vous l'avez dit tous les deux, mais il y a l'Empire,
dire, hein, le Western Hémisphère, c'est chez moi. Donc les Cubains, avec qui on a un vrai souci historique, faut quand même se rappeler, pour les plus jeunes, que la dictature cubaine de l'époque pro-américaine, c'était quand même pas non plus le paradis sur Terre, avec un fameux Batista qui était propriétaire des terres, un système de semi-esclavage. Donc bref, c'est pas aussi simple d'arriver à Cuba en disant je vais remettre les choses en place. Mais tout ça, excusez-moi du terme, c'est presque facile pour eux d'étrangler Cuba. De toute façon, ils l'étranglent depuis l'embargo, depuis 40 ans ou 50 ans. 60, on va voir quand on va s'attaquer à l'Amérique latine, on va voir quand on va s'attaquer à l'Amérique centrale. Pourquoi on n'entend plus parler du Brésil, par exemple, qui est un pays dirigé par des sociodémocrates de gauche, comme par hasard, c'est pas dans la discussion. Donc là, les Américains s'amusent, règlent des comptes assez facile dans des pays où les leaderships sont quand même largement discrédités, usés, fatigués. Chavez, c'était usé, fatigué. Cuba, c'est usé, fatigué. Mais bon, est-ce que ça permet de refaire? Est-ce que ça permet de recréer? Est-ce que ça permet d'avoir une Pax Americana que les gens accepteront? C'est un peu, excusez-moi, parce que je vois que l'heure tourne, c'est un peu comme le Moyen-Orient. Cette idée qu'on va refaire le Moyen-Orient à l'image de l'Amérique en s'asseyant sur les Palestiniens et sur le droit des peuples, c'est ridicule. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Et ce qu'on essaie de faire en Western Hémisphère, ça ne marchera pas non plus. Les gens ne vont pas quitter leur dictature pour aller voir les Américains en disant « oui, mais très bien, faisons des bananes et exploiter notre île ». Tout ça, ça ne marchera pas. C'est là que ça cale. C'est là que le système cale. Et c'est pour ça qu'Obama avait apporté, malgré tout, malgré sa naïveté relative, avait apporté un autre chemin que celui du néocolonialisme. Nicolas Vado. Comme j'ai plus que 30 secondes, je vais montrer un dessin. C'est souvent comme ça avec le dernier thème. Un dessin de Ramsès, qui est un dessinateur cubain, qui est paru dans Le Monde, qui dit beaucoup de choses, je trouve, parce que les pénuries d'essence, vous les voyez, et puis vous voyez ensuite la pauvreté générale. C'est un dessin qui se passe de commentaires et qui dit tout. Je pense que c'est bien pour terminer l'émission. Effectivement, grosse crise humanitaire en ce moment à Cuba. Merci Patricia Alimonière, Ziad Limam, Fabrice Rousselot et Nicolas Vado. On revient dans un peu plus de 5 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.